Thierry. Qui Thierry? Vous avez un nom Samo, j'ai l'impression. Sikdoin. Sikdoin. Oui. Sikdoin, ça veut dire quoi? Tenir bien. Tenir bien. Oui. J'espère que vous allez bien tenir. N'est-ce pas? Le son est bon? L'essai est bon? Ok. Madame, monsieur, merci d'être à ce rendez-vous sur Radio Burkina. Et nouvelle histoire, nouvelle conscience, nouveaux comportements au niveau individuel, local, global et au niveau planétaire. Et pour parler de cette question, je reçois aujourd'hui monsieur Thierry qui, mais il a un nom et qu'on dirait endogène. C'est lequel? Sikdoin. Sikdoin, ça veut dire? Tenir bien. C'est dans quelle langue? C'est en samo. C'est en samo. J'espère que ceux qui parlent samo et qui nous écoutent, mais cette fois-ci c'est la version française de ce rendez-vous, de repères. Les samo, vous savez quoi de vous? Qu'est-ce que vous savez de vos ancêtres? De nos ancêtres? Je vais vous coller, Qu'est-ce que vous ce savez? sont des grands lutteurs. Simplement? Ce sont des grands lutteurs. Bon, je sais que... Ça se résume à ça? Pas uniquement. Ils luttent seulement? Pas seulement. Alors, je vais lutter avec vous, parce pas? que vous luttez avec une situation titanesque et au niveau mondial. Et parce que quand un problème concerne une des grandes puissances économiques dans le monde, et surtout que quand ces puissances sont couvertes par le Conseil de sécurité, les titans du Conseil de sécurité, ça devient un autre problème. Alors, cette histoire du monde engage le Burkina, l'Afrique et l'espèce humaine tout court. Donc, nous aurons une perception, une lecture à partir d'un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Burkina Faso, et vous êtes burkinabé. Aujourd'hui, le monde est tellement si ouvert que, quel que soit le point du monde, du globe, quand il y a un point négatif, positif, on a les répercussions sur que les moyens de communication sont devenus multiples, multiformes. L'avion, simplement, très directement, peut vous apporter quelque chose qui est de négatif du côté du Japon et qui vous l'amène ici. Et une fois que l'avion atterrit à l'aéroport de Ouagadougou, j'ai caricature. Je vous reçois, Thierry. Vous êtes de la Fédération des jeunes pour la paix mondiale. Oui. Et la paix mondiale au Burkina Faso, quel écho ça devrait avoir dans la tête des auditeurs qui nous suivent à ce rendez-vous de l'histoire? Bon, la paix mondiale, c'est surtout un pays qui n'est pas en guerre. C'est l'opposé de la guerre, effectivement. Le concept de la paix mondiale va pratiquement depuis le conflit historique, voire religieux, entre Abel et Caïn. Et la paix mondiale, c'est deux frères avant tout qui sont en dispute et qui finissent par se réconcilier. Si vous avez deux nations en conflit, vous vous rendez compte que généralement, c'est des nations amies ou des nations frères. Ah. Voilà. Donc c'est dans ce... pourquoi c'est des frères qui aiment, les gens du même sang qui aiment se faire la guerre? Comment on peut comprendre ça? Et qui tire? Et qui tire, oui. Comment on comprendrait ça? Bon, c'est peut-être une question de rivalité, des frères rivaux. Généralement, au départ, c'est toujours comme ça, un peu de rivalité. Dans le cas d'Abel et Caïn, Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a refusé l'offrande de Caïn. Donc Caïn est devenu jaloux. Donc il y avait une rivalité invisible. Et généralement, au niveau des nations, on reconstate la même chose. Simplement comme ça? Généralement. Pas toujours, mais généralement. Ouais. Ça peut être aussi un conflit d'intérêts. Alors, nous allons avoir un conflit d'intérêts avec vous, mais dans le sens de ce qui peut être bien pour nous, Burkinabés africains et toute l'espèce humaine. C'est cette affaire de Fukushima. Je prononce bien? Fukushima. Fukushima. Et selon Science et Vie, et du mois de mars 2012, il va falloir 40 ans pour endiguer cette affaire-là. Et les répercussions, les conséquences au niveau du Japon, 40 ans pour démanteler, pour vraiment remettre tout à plat, quoi. Et vous avez fait un document pour alerter les autorités du Burkina Faso et alerter le monde noir, l'Afrique, si vous voulez. Et parce que jusque-là, nous sommes les seuls qui faisons les frais du progrès humain, pour parler comme Cheikh Anta Diop. N'est-ce pas? Donc, ces frais-là, nous refusons et nous vous recevons. Et ce document-là, vous avez essayé de le placer au niveau de certain nombre de médias. Ça n'a pas pris, la majorité ne prend pas. Et la radio mondiale même vous a appelé
pour faire un entretien. On parle de RFI, bien sûr. Ça n'a pas marché. Pas marché. Et pourquoi à peu près? Comment vous sentez ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, première des choses, je vais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à Science et Vie. 40 ans pour endiguer cet accident, sous condition effectivement de l'évolution technologique humaine. Sous condition. Même le Japon, effectivement, a émis cette situation en appelant justement la France et les États-Unis. Mais il y a des situations, quand nous allons progresser, vous allez voir que c'est sous condition de l'évolution de la technologie au niveau humain. Au niveau humain. Voilà. Alors, donc, comme nous sommes des humains, ça nous concerne. Oui. Mais avant, qui Thierry, oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre formation pour parler de ces questions-là comme ça, avec une certaine aisance? Bon, d'abord, effectivement, je suis un scientifique. J'ai fait ma qualification en France. J'ai un BTS maintenance, une maîtrise en technologie mécanique et productique, un diplôme d'ingénieur en génie civil et je fais en ce moment un doctorat en physique appliquée, option thermique. Ça veut dire solaire quoi? Thermique. Solaire thermique. Oui. Vous êtes dans l'affaire du nucléaire aussi, mais comment? J'allais revenir à ça, effectivement. J'ai fait de la radioprotection parce que j'ai été contrôleur en soudure. J'ai fait du contrôle de soudure. J'ai travaillé donc à cette occasion dans la centrale nucléaire de Cattenom en France. Et j'ai eu une année d'expérience dans cette centrale. Et en gros, eu 1 an et demi dans le contrôle non destructif, c'est-à-dire le contrôle de soudure. J'ai fait quelques missions au CERN, donc Centre européen de recherche nucléaire. Ça me permet effectivement de bien comprendre ce que c'est donc ces éléments atomiques que nous utilisons pour la radio, puisque nous utilisons effectivement ces mêmes éléments atomiques-là pour faire la radiographie des soudures. Donc, un enfant de Thomas ou de Tougan, un Samo très modestement, c'est un grand lutteur, s'est retrouvé dans ces affaires nucléaires françaises. C'est un peu cela? Comment vous êtes retrouvé comme ça? C'est un peu cela, et c'est la coïncidence, et je pense que tout n'est pas sans raison. Et la raison peut-être, c'est qu'aujourd'hui, je peux aider mon pays à se protéger de cette situation, et l'Afrique en général. L'Afrique en général. Voilà. Et ça nous fait honneur et que vous ayez acquis ce niveau de science, de connaissances pratiques aussi comme théoriques, et que vous permettez, vous travaillez à nous aider à nous maintenir dans un monde où les autres ne nous considèrent pratiquement pas. Alors, votre document, c'est en rapport avec la catastrophe de la centrale de Fukushima au Japon, les recommandations vis-à-vis du nucléaire après cette catastrophe-là. Alors, c'est un document qui est daté de 2011. Il semble que vous l'avez un peu dispatché un peu partout au Burkina. Comment ça s'est fait? Donnez-nous un peu comment... Effectivement, donc pratiquement... les principaux ministères du Burkina Faso, à savoir la présidence, le premier ministère, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation de base, à l'époque c'était comme ça, et de l'alphabétisation, le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, l'Assemblée nationale, bien d'autres organisations. L'ambassade du Japon, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, comment je vais dire, la Ligue des consommateurs. La Ligue des consommateurs et bien d'autres. Il y a des journaux aussi, il y a des confrères. Oui, il y a des confrères. On décompte voilà. Le nom forcément, pour toute confraternité quoi. Oui, si vous voulez, il y a l'Observateur et l'événement. Ils ont fait comment? Je n'ai toujours pas reçu de relance. Jusqu'à ce que RFI vous appelle? Jusqu'à ce que RFI m'appelle, effectivement, et me propose, si possible, de participer à une émission. J'ai eu un bref entretien avec la personne en ligne et ça n'a pas eu de suite. Ça n'a pas eu de suite? Non. En tout cas, c'est une forme de conspiration de silence. Et comme nous sommes aussi citoyens du monde, à notre manière, très modestement, nous allons en parler pour le bonheur des Africains vivant au Burkina et des Burkinabés vivant ailleurs en Afrique et dans le monde. Premier point, comment vous introduisez ce débat-là dans votre document? Vous l'introduisez comment? Je vois introduction. Alors vous l'avez introduit comment? Thierry? Bon, en fait, j'ai d'abord parlé du souci des Africains à rattraper leur histoire industrielle. Et pour cela, effectivement, il faut de l'énergie. Car il faut que le kilowattheure ici n'est pas compétitif par rapport à ce que les Européens ont.
Et dans notre quête, nous sommes bel et bien tentés par le nucléaire, parce qu'on nous dit avant tout que c'est aussi une énergie propre. Alors que, justement, quand nous allons analyser, nous verrons que depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, il faut maintenant s'interroger sur cela. Et effectivement, donc, ce document va poser les questions par rapport à cette situation. D'accord. Donc, l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, le déroulement des faits, qui Thierry, parle-nous-en. Effectivement, donc, c'est depuis le 11 mars 2011 que le Japon a été frappé par un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Et suite justement à ces deux catastrophes déjà naturelles, lourdes de bilan, puisqu'on a dénoté à peu près 15 000 morts suite à ces catastrophes, et la centrale nucléaire de Fukushima est tombée a subi donc ce tsunami et ce tremblement de terre, et en chaîne, il y a eu des explosions dans cette centrale. Et le réacteur numéro 1, 2 et 3 sont tombés en explosion. Celui du 4, le 4 également. Et en fait, dans le 4 qui était en maintenance, c'est la piscine qui a explosé. Et les cœurs ont fondu. Et finalement, donc, ce corium, on entend récemment que, à l'époque, on ne savait pas. On se doutait que le corium était en train de descendre dans les fonds, c'est-à-dire que les cuves ont été successivement percées et le corium traversait une dalle de 12 mètres pratiquement qui se trouvait sous la centrale. Tout cela, c'est des barrières qu'on a placées là pour empêcher le corium de descendre, et il était effectivement en train de descendre. Et le corium, effectivement, c'est la larve constituée donc de ces cœurs d'uranium et de plutonium qui sont dans ces réacteurs, qui fondent et qui entraînent avec eux tous les constituants, ainsi même que la coque qu'ils fondent et le béton qu'ils fondent, et qu'ils continuent à fondre et à s'enfoncer dans le sol. Ouais. Et rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. Peut-être que sauf le bon Dieu, pour ainsi dire. Hein. Alors, l'explication de l'accident maintenant, est qui Thierry? Bon, l'accident même, en fait, pourquoi l'accident? L'accident, il faut le comprendre justement, comprendre son ampleur par rapport à la nature même de ce corium. Vous voyez, le corium, c'est vraiment plus... Vous voyez, c'est comme de la lave d'un volcan. À la différence qu'il est beaucoup plus chaud, il va pratiquement jusqu'à 1300, 1500, et il est effectivement plus lourd, 3 fois plus lourd que l'acier. Ce qui veut dire que dès qu'il fond, sa tendance est d'aller en profondeur. Mais sa caractéristique en plus, celle qui est plus gênante, c'est que c'est radioactif. Ça émet effectivement des radiations dangereuses pour l'homme et qui font qu'à cause de ces radiations, il est impossible même d'aller pour contrer le sinistre. C'est ça en fait la gravité du problème. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune parade contre ces radiations. Vous voyez? Donc c'est en fait l'ampleur de la catastrophe se résume à là, c'est que l'accident est déclaré et on ne sait pas comment l'arrêter, de par la nature du corium, première des choses, et aussi parce qu'on est empêché par les radiations. Le corium, c'est un peu quoi pour le commun de nos auditeurs? C'est le cœur du réacteur. Ça s'appelle le corium. Une fois fondu, il devient comme une lave de volcan. C'est-à-dire c'est les barres d'uranium. Ah ok, les barres de combustible, qui sont fondues là, qui donnent ce qu'on appelle le corium. Le corium, voilà. Ok. Alors, donc la gravité de l'accident, vous parlez des puissances en jeu à Fukushima et l'inefficacité des parades contre le risque d'accident nucléaire, l'inefficacité de la redondance des systèmes d'alimentation en eau et l'inefficacité de l'approche probabiliste en matière de sécurité. Alors, par quel bout vous nous permettez de nous familiariser à cette gravité de l'accident? D'accord. Bon, en fait, c'est quoi? Ça dit que pour contrer cet accident, en fait, les centrales nucléaires sont prévues pour que ce genre d'accident n'arrive pas. Et pour cela, donc, on a fait des coques en béton et des coques en acier pour empêcher le corium de fuir et empêcher l'uranium, au cas où il y aura une fonte d'uranium, que cela fuit. Et après avoir donc fait ces coques, on a même fait une dalle de 12 mètres d'épaisseur. 12 mètres, c'est pratiquement la taille d'un immeuble de 2 étages, d'épaisseur en béton en dessous, pour qu'il
une fois qu'il l'a fui, qu'il commence à traverser, pendant ce temps, on peut réfléchir et voir ce qu'on va faire. Mais vous vous rendez compte qu'il y a eu la même chose à Tchernobyl. On n'a pratiquement presque pas pu faire grand-chose, si ce n'est de couler du béton dessus. Et effectivement, je fais une comparaison avec la situation à Tchernobyl. On va en venir plus tard. Mais ça, en fait, vous voyez, c'est cette parade dont je parle.